Aussi simple que ça. Alors, mesdames, messieurs, bonne fin d'après-midi. C'est vrai que vous êtes quand même assez courageux. Un samedi, il est aux alentours de 4h05, 16h05. Vous êtes encore là, bien présent. Merci beaucoup. Alors, oui, je suis la ministre responsable du Travail et je suis dans ce rôle-là avec beaucoup de plaisir. Vous avez entendu parler au cours des dernières semaines d'un sujet qui fait beaucoup l'actualité par les temps qui courent et qui fait couler beaucoup d'encre. Et nous avons pensé que vous étiez tout aussi curieux que bien des Québécois pour entendre parler du salaire minimum que certains groupes, certaines personnes voudraient bien voir passer à 15 $ de l'heure. Alors donc, merci donc d'être là cet après-midi. On est bien content également de pouvoir, François et moi, de vous faire des présentations sur des sujets à caractère social. J'ai mon ami Florent qui est à l'autre bout. Je ne suis pas habituée de faire des présentations avec des PowerPoint, alors je vais essayer de suivre Florent ou Florent va essayer de me suivre. On verra comment tout ça va s'arriver. Alors, sur 4,4 millions de populations actives au Québec, combien pensez-vous il y a de personnes qui sont payées au salaire minimum? Il y en a un peu plus de 200 000 personnes. Ils sont en fait 216 100 à vivre avec un revenu qui est un revenu de salaire minimum. On dit qu'actuellement, 60 des personnes qui sont à temps partiel reçoivent un salaire minimum. Ils sont au nombre de 131 100. Et combien sont étudiants et qui reçoivent un salaire minimum? Eh bien, ils représentent 40 %. Ils sont 84 500 personnes. Alors, je vous parle de ces personnes à temps partiel et je vous parle aussi de ces personnes qui sont des étudiants parce que c'est important de mettre les choses en perspective. 216 000 personnes qui sont au salaire minimum actuellement, 60 % à temps partiel, 40 % aux études. On peut très certainement parler à sa face même de personnes qui ne sont pas nécessairement dans l'indigence, qui ne sont pas nécessairement dans une situation de pauvreté. Pour l'un, on a tous été étudiants au cégep, à l'université, on comprend qu'on va chercher un revenu au salaire minimum, mais on a la perspective, évidemment, de pouvoir un jour améliorer son sort et gagner davantage. Encore que plusieurs étudiants ne gagnent pas uniquement le salaire minimum, eux aussi, ils évoluent vers des salaires plus élevés, même quand ils sont étudiants. Et par ailleurs, ces personnes qui donc sont à temps partiel, on peut imaginer qu'il y a une proportion de ces personnes qui sont aussi des travailleurs qui reçoivent, dans ces circonstances, un salaire d'appoint. Par contre, on peut très certainement imaginer qu'il y a une frange de personnes qui, elles, reçoivent un salaire minimum et qui sont dans une situation de précarité. Quand le ministère décortique l'ensemble des données que nous avons, on évalue que 50 400 personnes qui occupent le même emploi plus de 36 mois reçoivent le salaire minimum. Voilà donc une donnée qui est préoccupante et qui doit donc nous sonner une petite cloche là, pour qu'on puisse faire effectivement quelque chose pour ces personnes qui vivent davantage dans la pauvreté. Vous allez voir que c'est à géométrie variable, comment se calcule, comment se pense, comment se fixe, comment se détermine le salaire minimum sur la planète. Mais commençons par le Québec. Vous allez voir que nous avons une structure qui est très pensée, un travail très rigoureux qui se fait par notamment le ministère du Travail et que rien n'est laissé au hasard. Tout se fait avec beaucoup de rigueur. Il y a 5 axes, il y a 13 indicateurs qui sont utilisés. Je pense qu'ils apparaissent à l'écran. Le pouvoir d'achat des salariés, le niveau d'emploi, l'incitatif au travail, la pauvreté et le seuil de revenu, bien entendu, on en prend connaissance, la compétitivité des entreprises. Et à l'intérieur de la compétitivité des entreprises, il y a un indicateur qui, franchement, retient davantage l'attention de ceux et celles qui se penchent annuellement sur la détermination du salaire minimum. On l'appelle l'indice de Cates ou le ratio du salaire minimum sur le salaire moyen. Il s'agit d'un indicateur qui est très sérieux, qui est très rigoureux aussi et qui reçoit beaucoup de crédibilité ici au Québec comme au-delà des frontières de notre province. Alors, on utilise cet indicateur-là pour éviter, évidemment, qu'il y ait de dommages à augmenter le salaire minimum.
Et plusieurs économistes, dont Pierre Fortin, que vous connaissez tous de l'UQAM, affirment que le salaire minimum doit se situer entre 0,45 et 0,50, entre 45 et 50 du salaire moyen au Québec. Alors, actuellement, le salaire minimum au Québec, il est de 10,75. Il a été augmenté de 20 cents le 1er mai dernier. Il est à 47 du salaire moyen, que l'on évalue à un peu plus de 22 $ de l'heure. Je ne me souviens pas du chiffre exactement, mais c'est un petit peu moins que 23 $ de l'heure. Alors, ça part d'où au Québec, le salaire minimum, depuis que nous, on est aux affaires de l'État, le Parti libéral? Il est parti de 7,30 $ de l'heure en 2003 pour se fixer au mois de mai de cette année à 10,75. Notre gouvernement, je tiens à vous le dire et à l'affirmer, n'hésitez pas à le répéter, on a été un gouvernement qui a eu du cœur et on a pris soin, on a une attention particulière pour ces personnes qui reçoivent le salaire minimum. On note au Québec depuis 2003, donc depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir, une hausse de 47 % du salaire minimum. C'est plus que l'inflation, puis c'est plus que le salaire moyen qui a été payé au Québec durant toute cette période-là. Alors, tandis que nous faisions cela, le Parti québécois, alors qu'il était au gouvernement, a gelé, lui, le salaire minimum entre 1998 et 2000. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on a dû augmenter le salaire minimum de façon beaucoup plus importante dans les années de mémoire 2008, 2009, 2010, où à chaque année, il a augmenté de 50 cents. Même Québec solidaire trouve qu'on a été fort généreux. Je cite Manon Massé, « Allez, faites le calcul, vous allez voir que dans le fond, on est obligé de constater que non. La moyenne au bâton, c'est les libéraux qui l'ont eu et pas le Parti québécois. » Alors, je pense que c'est toujours important de se rappeler ces faits d'armes qui sont les nôtres et qui vont pouvoir aussi nous donner, comment je vous dirais, ce qu'il faut finalement pour venir expliquer la position que nous allons prendre dans les semaines suivantes. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans les minutes qui viennent. Le 15 $. C'est arrivé d'où ça? Pourquoi on parle du 15 $? Pourquoi c'est dans le portrait actuellement? Ça a démarré aux États-Unis, c'était en 2012. Il y a eu un mouvement qui s'est appelé « Fighting for 15 ». Ça a démarré dans la ville de New York, dans les restaurants rapides, où on a voulu effectivement, la restauration rapide, on a voulu effectivement donner un coup de barre et payer davantage ces gens qui travaillaient dans ce secteur d'activité. Et là, vous allez voir qu'aux États-Unis, on est vraiment à géométrie variable. En 2014, par exemple, la ville de Seattle a adopté une loi qui augmente progressivement le salaire minimum à 15 $. Ce sera à partir de 2015. La ville de New York, pour sa part, vous voyez ici que c'est la ville qui détermine le salaire minimum. En 2015, le salaire minimum à New York est porté à 15 $ de l'heure dans le secteur, comme je l'ai dit, de la restauration rapide. La Californie, pour sa part, en 2016, cette année, a décidé de passer une loi qui augmente progressivement le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Elle le fera à partir de 2017 jusqu'à l'année 2022-2023. Au moment où il y a eu les élections américaines, vous savez qu'on en profite pour tenir aussi des référendums aux États-Unis. Il y a eu 4 référendums qui ont donné l'aval pour une augmentation du salaire minimum, tandis que certains États aux États-Unis, vous avez la liste qui apparaît, je pense, à l'écran, l'Alabama, la Louisiane, le Mississippi, la Caroline du Sud et le Tennessee, qui n'ont pas, en ce qui les concerne, de salaire minimum. L'Alberta, chez nous au Canada maintenant, a adopté un plan progressif qui vise à augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Ce sera en 2018. Pour le Québec, vous avez Québec solidaire qui est très empressé, très pressé, s'agite beaucoup sur le salaire minimum à 15 $. Je pense que Québec solidaire a sur le terrain, suscité beaucoup d'attention avec le 15 $. Ils sont très impatients. Ils voudraient que nous augmentions le salaire minimum à 15 $ d'ici la fin de la présente législature. Juste pour qu'on se remémore bien, c'est quand la fin de la prochaine législature? C'est en octobre 2018. Ça vient très rapidement. Du côté du Parti québécois,
Mes figues, mes raisins, une journée on dit oui, une journée on dit non. Alors, ils ont décidé d'augmenter le salaire minimum à 15 $, mais en 2022, alors que pour certains membres du Parti québécois qui étaient bien en vue, on ne donnait même pas d'échéancier, puis on incitait justement à la prudence. Et il y a le collectif très de gauche, 5, 10, 15, qui regroupe des organismes communautaires, mais aussi des centrales syndicales, qui voudraient voir le salaire minimum augmenter dès l'année prochaine. La FTQ, plus modérée, oui, 15 $, mais 2022 ferait très bien l'affaire. J'ai également une autre citation de M. Fortin et de M. l'économiste Mark Van Anderrod, pardon pour l'accent, qui, eux, évidemment, nous mettent un petit peu en garde contre une augmentation très rapide du salaire minimum à 15 $ et se demandent effectivement pourquoi le 15 $ ici pourrait prendre de la popularité alors qu'il est uniquement symbolique puisque nous ne présentons pas du tout le même profil que ces États, par exemple, où le 15 $ a été adopté. Alors, je passerai rapidement les citations que j'avais pour vous parce que le temps presse, le temps file, mais plusieurs éditorialistes, chroniqueurs se sont exprimés sur la question. Et là où c'est très important de comprendre ce que le salaire minimum, son augmentation pourrait vouloir dire à 15 $, c'est que si vous gagnez 10,75 $ de l'heure, et que vous en gagnez 15 $ de l'heure, mais ceux aussi qui gagnent 13 ou qui en gagnent 14 ou qui en gagnent 12,75, ces gens-là aussi augmentent au salaire minimum à 15 $ de l'heure. Et là, ce sont 900 000 personnes au Québec qui sont impactées par cette augmentation-là. Pour ces personnes-là, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Mais pour les entreprises, qui sont à peu près dans une proportion de 85-90 % du total des entreprises au Québec, sont des entreprises, de petites ou des moyennes entreprises. C'est un choc pour ces organisations-là. Et plusieurs nous disent, bien, effectivement, il pourrait y avoir un chaos si vous procédiez à une augmentation aussi importante. L'autre élément également qu'il faut prendre en considération, c'est la pression que pourrait venir porter l'augmentation du salaire minimum à 15 $ sur l'ensemble des autres salaires au Québec, notamment le salaire payé dans nos industries. Il faut aussi considérer que le salaire minimum n'est pas le seul élément pour lutter contre la pauvreté. Je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être une erreur de se comparer. Le 15 $ de l'heure, c'est symbolique, c'est beau, c'est intéressant. Mais à New York, en Californie ou dans d'autres États américains, le niveau de vie, le coût de la vie n'est pas le même qu'ici. Mais surtout, et ça c'est grâce aussi aux libéraux, le panier de couverture sociale, le panier de programmes sociaux que nous avons au Québec ne ressemble à rien à ce qui se donne aussi dans ces économies américaines. Alors ça, c'est un élément dont il faut prendre en considération quand vient le temps pour nous de fixer le salaire minimum. Le ministère des Finances nous dit ceci: le revenu disponible des familles québécoises à bas revenus qui gagnent moins de 50 000 $ est plus élevé que n'importe où ailleurs au Canada, et c'est en raison notamment de notre filet social. Je termine en vous disant ceci. Une augmentation à 15 $ de l'heure, passant de 10,75 à 15 $ de l'heure, c'est une augmentation de 40 %. C'est beaucoup. C'est énorme. Ce serait un choc pour nos entreprises, je vous l'ai dit, qui sont de petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, payer 20 cents de l'heure en augmentation comme nous l'avons fait en mai dernier, c'est faible. Je pense qu'on peut faire mieux, on peut faire plus. Mais aller à 15 $ de l'heure, d'un coup, comme on nous le demande fortement, je pense aussi que c'est une erreur. Ce que nous allons tenter de faire pour la prochaine augmentation qui sera, je l'espère, au mois de mai, donc le 1er mai, la fête des travailleurs, c'est d'arriver avec des solutions qui vont nous permettre d'avoir une prévisibilité pour nos entreprises. Actuellement, je vous l'ai dit, le salaire minimum est fixé annuellement, déterminé annuellement, à partir de calculs, et c'est comme ça se répète à chaque année. L'entreprise ne sait jamais, ou à peu près jamais, d'une année à l'autre, que lui coûtera sa masse salariale. On va essayer de déposer un concept qui va nous permettre d'avoir de la prévisibilité, et nous allons aussi déposer des scénarios pour une augmentation qui devrait se situer entre 45 et 50 %. Actuellement, nous sommes à 47 %. Est-ce qu'entre 47 et 50 % du salaire moyen au Québec, il y a de l'espace pour augmenter le salaire minimum?
de façon plus importante, plus généreuse que le 20 cents, nous pensons que oui. Finalement, ce qu'il nous faut trouver, c'est un équilibre entre l'amélioration des conditions de vie de ces personnes qui vivent et qui ont besoin de salaire minimum et la capacité de payer de nos entreprises. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. En principe, Dominique devait me présenter, je crois. Alors, elle le fera un peu plus tard. Alors, j'avais aussi une présentation donc au tableau, mais malheureusement, ce sont des acétates et on n'a pas trouvé encore le rétroprojecteur. Donc, mais dès qu'on le retrouve, là, on va vous présenter les schémas. Écoutez, je suis très content d'être ici à Laval pour vous parler un tout petit peu de revenu minimum garanti, ce qu'on fait en ce moment sur le sujet. Je dois souligner que j'étais ici il y a quelques semaines avec Monique Sauvé, qui est quelque part là-bas. Bonjour Monique. On a rencontré le milieu du travail ici, entreprises, syndicats et organismes en employabilité, parce que j'ai fait une tournée régionale. Et c'est en lien avec, vous allez voir, il y a un lien avec le revenu minimum garanti, on en parlera un peu plus tard. Je fais une tournée régionale sur la situation de l'emploi partout au Québec. Et vous savez, il y a un seul chef de parti politique en ce moment qui nous rappelle qu'il y a un enjeu démographique extrêmement important au Québec. Il y en a un seul, il s'appelle Philippe Couillard. Les autres sont en train de décider pourquoi il faudrait rester au Canada, si c'est assez payant, si ce n'est pas payant, on va partir. Et d'autres ont déjà décidé qu'il fallait fuir la réalité. Philippe Couillard, lui, nous parle de cette réalité qui est fondamentale, qui est celle de la démographie. Et dans toutes les régions du Québec, j'ai terminé ma tournée, dans toutes les régions du Québec, on m'a dit une chose. On a un problème sérieux déjà en ce moment de main-d'œuvre. Pas d'emploi, mais de main-d'œuvre. On ne peut pas développer les entreprises aussi rapidement qu'on voudrait les développer. On ne peut pas prendre les contrats aussi rapidement et aussi haut qu'on pourrait les prendre, simplement parce qu'il y a un enjeu de main-d'œuvre. Même à Gaspé, on m'a dit ça. Je vous donne deux chiffres. En 1970, il y avait 9,4 personnes en âge de travailler pour un retraité. 9,4. Aujourd'hui, en 2030, ce sera 2,4 pour un retraité. Et ça, bien sûr, ça va toucher notre capacité à financer nos programmes sociaux, à financer l'éducation, la santé et à être solidaires entre nous. Donc, c'est un grand enjeu. On a au moins une chance d'avoir un chef, un premier ministre qui s'en préoccupe. Hier, on était avec le milieu syndical, le milieu patronal, pour discuter d'un grand rendez-vous national sur la main-d'œuvre en février prochain. Donc, on m'a demandé de situer un peu le débat sur le revenu minimum garanti en parlant de politique sociale et de justice sociale. Alors, je vais vous proposer une définition très, très simple de la justice sociale, parce qu'on a un conférencier qui nous a suggéré aujourd'hui d'y aller avec des idées assez simples, mais robustes. Cependant, la justice sociale, c'est une affaire de liberté et de renforcer la liberté des gens. Quand on est libéral, du moins, on pense ça. Et on peut aller plus loin, renforcer la liberté de ceux qui en ont le moins. Les plus riches s'en sortent bien, heureusement pour eux. Ceux qui en ont moins de liberté, faire en sorte d'augmenter leurs capacités, leurs possibilités. Et pour ça, on a mis sur pied historiquement des politiques sociales. Il y a trois grands piliers de nos politiques sociales et vous allez voir que les libéraux, autant à Québec, mais aussi au fédéral, les libéraux ont joué un rôle très important dans les 50 dernières années dans l'établissement de ces piliers de justice sociale et de politique sociale. Le premier pilier, c'est le renforcement du capital humain. Si on parle de donner la liberté ou de renforcer la liberté et les possibilités des gens, en particulier de ceux qui sont les plus démunis, bien, on a besoin d'un système d'éducation qui est performant, qui est accessible. On a besoin de services de santé pour protéger ce capital humain, de services de garde pour permettre aux gens d'aller au travail, de politiques pour éviter le décrochage scolaire, ou encore de politiques parfois pour obliger même à la fréquentation scolaire. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que les débats sur Objectif Emploi, je lisais encore dans les journaux des articles qui sont bien, bien loin de la réalité de ce qu'on est en train de faire avec Objectif Emploi en ce moment. L'enjeu d'Objectif Emploi, c'est vraiment le déploiement du capital humain. C'est de faire en sorte qu'une personne qui arrive à l'aide sociale pour la première fois soit aussi prise en charge, aidée, appuyée financièrement par l'État pour réaliser, qui sait, la fin de ses études
ou encore aller vers la recherche d'emploi, si c'est son choix, bien sûr, d'aller vers la recherche d'emploi. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure pendant la période des questions. L'autre grand pilier des politiques sociales et de la justice sociale, c'est l'obligation, en particulier pour des libéraux, obligation parfois des citoyens à se prémunir à l'endroit de certains risques. Dans l'histoire du Canada, du Québec, ça a été bien sûr l'assurance-emploi qui a été le grand programme dans les années 60-70 de justice sociale, programme qui joue un rôle moins important. La Régie des rentes du Québec a été fondamentale dans la diminution de la pauvreté des personnes âgées dans les années 70 et 80. Les statistiques sont très claires là-dessus. Donc, on a obligé les gens à mettre de côté des sous pour leur retraite. L'assurance et médicaments et l'assurance auto sont d'autres exemples. Un peu particulier pour des libéraux de dire on va forcer dans certains cas les gens à se protéger à l'endroit de certains risques parce que les libéraux en général sont favorables à la liberté. Mais les libéraux ne sont pas des libertariens. Hein. Rappelez-vous le critère de justice. Si ce que l'on veut, c'est avoir un impact positif sur la liberté des plus démunis, parfois, il faut contraindre à mettre de l'argent de côté, à prendre une assurance, etc. Le troisième pilier, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, la redistribution du pouvoir d'achat par la fiscalité et par le transfert. Est-ce que vous savez que le Québec est aujourd'hui la société la plus égalitaire en Amérique du Nord pour les revenus secondaires? Une fois qu'on a fait les transferts, une fois qu'on a payé nos impôts, c'est au Québec que la société est la plus égalitaire. Est-ce que vous le saviez? Bien, vous le savez maintenant. Et c'est très important de savoir ça, parce que si on a réussi ça mieux que d'autres, c'est notamment parce qu'on a un ensemble de piliers, dont des mécanismes de transfert, des mécanismes fiscaux qui sont efficaces. La pauvreté au Québec est en recul. Je regardais les derniers chiffres. Malheureusement, les statistiques sur la pauvreté prennent beaucoup de temps à arriver. Les chiffres que j'ai sont 2014. Et les chiffres de 2014 indiquaient que la pauvreté, c'est-à-dire la proportion de personnes pauvres au Québec, avait diminué parmi le chiffre le plus bas des 7 ou 8 dernières années. Et à mon avis, quand je regarde l'évolution des taux d'emploi, l'évolution de la diminution importante en ce moment des personnes à aide sociale, les chiffres qu'on aura l'été prochain vont nous indiquer que la pauvreté continue à diminuer. Ça, c'est bien sûr un clin d'œil à tous ceux qui nous ont dit qu'on a fait le rétablissement budgétaire sur le dos des plus pauvres. En ce moment, tous les chiffres à notre disposition nous indiquent que c'est tout à fait le contraire. On a bien fait les choses et on a protégé les plus démunis. Sur le revenu minimum garanti, maintenant, nous avons mis sur pied un comité d'experts. Je dis nous parce que moi et le ministre des Finances, mon collègue Carlos Letao, devraient déposer le printemps prochain un rapport préliminaire et ensuite un rapport un peu plus complet sur le sujet. Vous savez, vous avez compris qu'il y a différentes possibilités de revenu minimum garanti. Donc, le comité aura la responsabilité de nous indiquer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est réaliste et possiblement aussi le chemin que nous devrions prendre pour améliorer, c'était le mandat que le Premier ministre nous a donné, améliorer nos transferts fiscaux, nos transferts directs aux personnes vers une destination qui pourrait être une forme différente de revenu minimum garanti. Il y aura plusieurs scénarios possibles. Si j'ouvre aujourd'hui la discussion, vous allez voir, je suis inéteignable là-dessus. Ça peut durer pendant 2 heures. Mais je vous demande de retenir 2 éléments importants pour comprendre ce que nous recherchons. Nous devons trouver une façon, et c'est en lien avec la problématique de la main-d'œuvre tout à l'heure, nous devons trouver une façon de sécuriser encore les revenus des gens les plus pauvres, tout en renforçant leur capacité à accepter ou à conserver un travail. C'est fondamental. L'aide sociale est un revenu minimum garanti. Je le dis souvent, je l'ai dit dans mon ancienne vie, je le dis encore aujourd'hui, c'est un revenu minimum garanti du 20e siècle. Ce n'est pas un revenu minimum garanti du 21e siècle. Simplement parce qu'il a été fait à l'époque pour des personnes avec des contraintes importantes au travail.
la question de l'incitation au travail n'était pas un enjeu important à l'époque. Aujourd'hui, même les personnes handicapées nous disent qu'elles veulent prendre leur place au sein de la société et veulent aussi avoir une chance d'occuper un emploi. Donc, on doit trouver des façons de modifier progressivement des programmes comme l'aide sociale, notamment avec la fiscalité, pour que lorsque vous quittez l'aide sociale, vous pouvez conserver une partie de votre prestation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, bien entendu. Donc, on cherche une voie où ça permettra de sécuriser les gens, mais sans les piéger, comme plusieurs, malheureusement, sont piégés aujourd'hui dans des programmes qui datent de notre époque. L'aide sociale peut en être un exemple. Et bien sûr, nous cherchons une voie de mécanisme de transfert qui est plus simple à comprendre pour les gens et qui est aussi beaucoup plus transparent qu'aujourd'hui. Pour deux raisons. Vous avez une raison morale et vous avez une raison économique. La raison morale, c'est qu'en toute transparence, les gens devraient savoir ce à quoi ils ont droit et comprendre ce à quoi ils ont droit, ce qui est rendu de plus en plus difficile aujourd'hui, notamment avec notre fiscalité, nous le savons très bien. L'argument économique qui le renforce, c'est que si nous voulons agir sur les comportements économiques des personnes, si nous voulons les convaincre qu'accepter un travail, sortir de l'aide sociale, ce sera pour eux toujours plus intéressant, plus payant. Il faut que les signaux qu'on leur envoie soient très clairs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, nous cherchons cette voie d'une simplification, d'une plus grande transparence. Et notre revenu minimum garanti ne sera pas une grosse aide sociale. Le revenu minimum garanti va être un mécanisme de transfert qui va soutenir les gens dans la prise d'emploi ou vers le maintien en emploi. Je vous remercie beaucoup.